Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette autre grande interview dédiée à un sujet aussi complexe que crucial, la dette publique. Et dans cet échange, nous allons explorer ensemble les causes profondes de l'endettement, du surendettement de nos pays. Nous allons également explorer les limites de nos États face à cet enjeu, parler des conséquences, mais surtout des pistes de solutions vers lesquelles les États pourraient s'orienter. Bienvenue à tous et pour en parler ce soir, nous recevons un économiste de formation et banquier de profession. Lui, c'est Loïc Jobré-Yamona. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau de la grande interview. Merci. Alors, nous avons tous suivi récemment, les chefs d'État de la CEMAC se sont retrouvés du côté de Yaoundé pour parler dette parce que finalement, les économies de plusieurs pays de cette zone sont au rouge. La première question, pourquoi la CEMAC se retrouve-t-elle en difficulté aujourd'hui? Bonsoir madame. Et tout d'abord, permettez-moi un premier devoir, qui est donc celui de vous remercier de me recevoir sur votre plateau. Et peut-être aussi pour dire à propos de la présentation, je ne suis qu'un apprenti, je ne sais ni lire la banque, ni écrire l'économie, mais je les épelle toutes les deux. Ensuite, c'est dire qu'il n'est pas facile aujourd'hui d'évoquer un tel sujet aussi brûlant comme vous l'avez évoqué, sans pour autant toucher les autres aspects qu'il prend en compte, à savoir l'histoire, la psychologie, la culture, la gouvernance et voire même la politique. Et donc, pour revenir à la toute première question qui a donc été posée, c'est celle de savoir, suite à la réunion des chefs d'État, qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui les difficultés que rencontrent les États de la CEMAC. Elles sont nombreuses. Nos États font face à de multiples défis, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur les plans sociaux, et ça depuis de très longues années. Donc c'est une musique que nous connaissons, et je pense que le sommet du 16 décembre a été beaucoup inédit en fonction des enjeux et des implications que cela représente sur les temps qui courent, où il est donc question de mettre en place des réformes qui devront permettre à ces États de pouvoir s'alléger du poids de la dette. Mais avant d'en arriver là, avant d'en arriver aux effets et aux conséquences, je pense qu'il est important d'aborder d'abord les causes de la dette. Parce que vous verrez que sur une période plus ou moins courte ou longue, nos taux d'endettement s'était stabilisé par rapport au PIB. Mais tout d'un coup, il y a eu explosion et on parle aujourd'hui de surendettement. Premièrement, c'est dire que nous sommes tous endettés. Que ce soit les privés, nos États, vous, moi, nous avons tous des dettes. Et parce que la dette, c'est le moteur en fait qui permet de faire tourner l'économie aussi bien au niveau régional qu'au niveau mondial. En termes de chiffres, la dette mondiale atteint aujourd'hui 97 000 milliards de dollars. Et dans cette portion, les États-Unis représenteraient à peu près 35%, tandis que nos États ne représenteraient pas moins de 5%, pas plus de 5% de cette dette. Mais d'où vient le problème de surendettement? Pourquoi est-ce qu'on devrait parler de surendettement dans nos États? Alors que quand on prend l'endettement de la CEMAC, face à celui de la France, l'écart est énorme. Les États de la CEMAC, de façon agrégée, leur dette publique s'élève à près de 56 millions d'euros. Le ratio dette-PIB, il est en moyenne autour de 57%, tandis que la dette de la France s'élève à près de 3 000 milliards d'euros, contre un ratio dette-PIB de 112%. D'où viennent nos difficultés? Nos difficultés, on dira, viennent de beaucoup de causes. On parlera de la gouvernance, on parlera de la qualité de la dette. Mais tout cela nous renvoie à la notion, comme je le disais tout à l'heure, à l'aspect historique de cette dette. Parce que nous sommes partis, la dette chez nous, elle est devenue perpétuelle. Ce n'est pas une situation qu'on évoque seulement aujourd'hui, c'est une situation qui date depuis des années, et je dirais même depuis l'accès aux indépendances.
Cette dette, elle est coloniale. Cette dette, nous la souscrivons sur des marchés financiers à des conditions très opaques, à des taux d'intérêt variables, ce qui fait que tout mouvement de taux d'intérêt sur les marchés financiers mondiaux ont tendance à renchérir le coût du crédit. Et ce qui fait que nous consacrons davantage de nos ressources au paiement du service de la dette. Donc, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur les causes, ensuite avant de traiter les conséquences. Alors, avant d'évoluer quand même, c'est une question qui se pose dans les milieux économiques et financiers. On parle d'un impératif de la dette, mais selon vous, est-ce qu'il faut impérativement s'endetter pour les États surtout? Oui, je dirais oui, il faut s'endetter parce qu'on ne peut pas mener de politiques économiques sans dette, sans financement. Et pour avoir des financements, il faut s'endetter. Mais qu'est-ce qui fait que certains pays ou certains États ont de la facilité à accéder au financement et d'autres non? Et qu'est-ce qui fait que certains États ont des dettes vraiment super élevées alors que d'autres, dans des proportions différentes, n'arrivent plus à s'en sortir et se retrouvent acculés? Tout d'abord, il faut dire que la problématique de la dette telle qu'elle se pose actuellement occulte un autre phénomène qui est celui des inégalités du système financier international et du commerce mondial. Entre les pays dits puissants et nos pays. Voilà, donc on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, on n'est pas sur les mêmes terrains, on n'a pas les mêmes avantages. Et donc, cela dit, ces États ont la capacité, ont la facilité de lever des fonds, tandis que les nôtres n'y parviennent pas. Et les fois où on parvient à lever des fonds, mais ces fonds nous sont alloués à des taux d'intérêt élevés. Mais il nous faut de la dette. Il faut de la dette pour financer des projets. Et quand on finance un projet avec de la dette, c'est des projets structurels, parce que quand on finance un projet, à partir des revenus générés par ces projets, on peut créer de l'emploi, on peut effectivement assurer le développement et assurer la croissance. Mais d'où vient le problème lorsque la dette, qui fait que la dette soit nocive? C'est lorsque le taux d'intérêt de la dette devient supérieur au taux de croissance. C'est-à-dire que les revenus de vos États, ce dont vous aspirez générer, deviennent inférieurs à ce que vous devriez normalement payer. Et pourquoi est-ce que le cas de la France et des autres États ne pose pas de problème? Pourquoi est-ce que ce sont les nôtres? Parce que nous venons sur des marchés où on nous considère comme déjà des États risqués. Et quand on nous prête à des taux d'intérêt fort élevés. En nous prêtant à des taux d'intérêt fort élevés ou en nous prêtant à des taux d'intérêt quelquefois en dessous du taux de croissance, mais les moindres changements d'enjeux au niveau de la géopolitique mondiale font que nous, on arrive à subir. Nous subissons l'invasion de la Russie par l'Ukraine, nous avions subi la crise des subprimes qui a commencé aux États-Unis, qui a traversé l'Europe et aujourd'hui s'est échoué en Afrique. Et nous, malheureusement, de l'autre côté, nous ne disposons pas de leviers qui nous permettent de faire face à cette dette-là et au service, disons, de la dette. Ce que vous dites m'emmène à vous poser la question, à qui profitent les dettes des pays africains? Il faudrait bien dire que ces dettes ne profitent pas aux pays africains eux-mêmes qui s'en vont s'endetter. Ces dettes profitent aux États riches qui les endettent. Parce que il faut dire que la dette enrichit les riches. La dette rend riches les plus riches. Parce qu'ils se nourrissent des crises de la dette et de l'autre côté, les pauvres s'appauvrissent davantage. Mais si on doit illustrer cela s'expliquerait par des mécanismes qui sont mis en place pour, semble-t-il, entre guillemets, aider ces États à gérer leur crise de la dette. Et pour revenir d'ailleurs donc à la question sur le sommet des chefs d'État qui se sont réunis au Cameroun, vous verrez que parmi les mesures qui ont été qui sont imposées à ces chefs d'État, à nos chefs d'État, le mot qui se cache derrière, c'est l'austérité. Et ces mesures d'austérité nous sont posées ou imposées par le FMI, la Banque mondiale et le Club de Paris depuis des années. Et ça a été encore beaucoup plus appuyé en 1993 avec la dévaluation du franc CFA.
On nous a mis sous des politiques d'ajustement structurel, réduction des dépenses sociales, déréglementation du marché du travail, libéralisation de l'économie, c'est-à-dire que nous, on laisse venir dans nos économies s'implanter toutes les entreprises étrangères, on leur accorde des avantages fiscaux, des avantages douaniers, mais l'impôt, c'est la recette, la ressource de l'État, donc on collectera moins. De l'autre côté, on réduit les dépenses sociales. On en a d'ailleurs la preuve quand l'État a dû revoir les subventions de carburant. Revoir sur les subventions de carburant. Ça fait partie de ces mesures-là. Aujourd'hui, quoi qu'on ne parle plus des politiques d'ajustement structurel, on parle de documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté, mais le remède reste le même et nocif. Pour illustrer d'ailleurs, la Grèce, qui a connu qui a connu les mêmes injonctions, en 2007 a affiché un taux d'endettement de 103%. La Troïka, que je qualifie, donc la Banque mondiale, le FMI et le Club Paris, lui ont imposé des politiques d'ajustement qui ont fait qu'en 2018, le pays se retrouve avec un taux d'endettement de 180%. Parce que quand on est en période de crise, on ne peut pas resserrer la dépense. L'objectif, c'est de dépenser davantage pour pouvoir faire tourner la machine. Mais ça ne peut que se passer dans leurs économies à eux, pas dans les nôtres. Parce que nous manquons également un levier puissant qui est donc le levier monétaire. Est-ce qu'il y a une sorte d'injustice économique? Comme je l'ai dit tantôt, la problématique de la dette occulte les inégalités qu'il y a au sein du système financier international. Donc, quand on prend les institutions du Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, on en prend d'autres, le Club de Paris, qui est un club d'ailleurs très informel, dirigé par la France depuis sa création en 1956, qui prête aux États. Le mécanisme ou le système est conçu tel que nous devrions être maintenus dans un sous-développement chronique. On présentera ça devant le public, on dira oui, c'est la spirale de l'endettement. Non, la vraie spirale, c'est celle du sous-développement et les mécanismes sont créés pour que nos États soient maintenus dans l'endettement et donc dans le sous-développement. Le surendettement des États, de nos États, suscite un peu des interrogations quand on sait qu'il y a une décennie, les États se réjouissaient quand même de l'initiative PTE avec tout le tollé médiatique que cela a engendré. On parlait d'une, entre guillemets, annulation de la dette. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre des conclusions de cette initiative? C'est là où nous allons encore revenir dans l'histoire. Ces différentes initiatives remontent à bien des années, depuis la décennie 70 d'ailleurs ou 80, où les États riches, notamment pour nous, le cas c'est la France, annonçaient des annulations de dettes. Mais ce ne sont que des dires. Ce ne sont que des dires. Il n'y a jamais eu de réelle annulation de nos dettes. Et pour revenir sur l'initiative PPTE qui a d'ailleurs été créée en 1996 et nous en bénéficierons une décennie plus tard, c'est ce qu'on appelle les aides publiques au développement. Mais comment on a fait pour en arriver aux aides publiques au développement? Et voilà là où on revient sur l'historique de notre dette. Notre dette, elle est d'abord coloniale. Nous sortons des années d'indépendance, nous n'avions pas de moyens financiers. Nous avions besoin de financement pour lancer nos économies. On nous prête. Dans le milieu de la décennie 70, il y a un changement. Et les taux d'intérêt de nos emprunts vont augmenter. Le FMI va intervenir pour dire, écoutez, vous devez X milliards à tel taux avec le renchérissement du coût du crédit. Moi, je vous prête à un taux moindre, voyez, et vous me remboursez. D'accord. On met en place des plans d'ajustement. Et maintenant, pour déployer les initiatives PPTE qui ne sont que l'aide publique au développement, vous me remboursez, d'accord, mais je vais vous redonner cet argent que vous m'avez que vous m'avez remboursé. Je vais vous le redonner. À une seule condition, vous l'utiliserez que selon mes orientations. Vous ne l'utiliserez que conformément à mes instructions. Et si on doit prendre l'exemple de façon prosaïque, on vous dit,
vous devriez, pour informatiser votre système, votre outil de travail, vous devriez vous acquérir dans le logiciel. Ils vous diront, vous n'allez acheter ce logiciel qu'auprès de tel prestataire. Pas un autre. Et le prix, vous devrez le payer. Donc, on ne vous donne pas de l'argent. Voyez, faire ce que vous voulez. Voilà, on ne vous donne pas de l'argent. Or, annuler la dette tel que ça a été donc annoncé, c'est que ça c'est souvent annoncé et le tollé que ça crée, devrait nous permettre en fait d'injecter de la monnaie dans l'économie, devrait nous permettre d'injecter des financements. À ce moment-là, avec ces financements, on aurait investi dans des secteurs prioritaires et qui devraient donc être générateurs d'emplois et de croissance. Mais ce qui n'est pas le cas. On ne peut pas prétendre avoir annulé la dette. Et puis subitement, les gens sont maintenus dans une spirale où à chaque fois, on parlera toujours de crise de la dette. Voyez. Donc, il y a toujours cette forme de colonialisme qui se perpétue avec des bandes annonces et qui, sans une analyse quelque peu subtile, bah, on tombe dans le jugement. Parce que c'est pas vraiment du réel, c'est pas du concret. Voilà. Alors, si ces inégalités dont vous parlez sont connues, est-ce qu'il faut aujourd'hui ne pas rembourser cette dette-là, ces dettes? Ceux qui l'ont, ou celui qui a eu cette initiative a été très vite éliminé de cette terre. C'était le président Thomas Sankara. 3 mois avant sa mort, puisqu'il est mort en octobre 87, 3 mois avant sa mort, lors d'un sommet à Addis Abeba, il dit « Si nous remboursons les dettes, nous mourrons. Si nous ne remboursons pas, nous ne mourrons pas. Eux non plus, nous mourrons. » Et il proposait d'ailleurs de créer ce qu'on appelait le club d'Addis Abeba, qui devrait être en fait un club ayant pour mission de rallier tous les États africains avec une dette qui n'est pas viable, avec une dette qui est illégitime, avec une dette qui est illégale, pour dire nous ne remboursons pas, nous refusons de rembourser. Et cela a été le cas pour des pays d'Amérique latine, l'Argentine, le Paraguay, le Venezuela. Ces pays ont refusé de rembourser la Banque mondiale, le FMI, le Club de Paris et même les banquiers suisses. Et ça ne nous a jamais été dit. Et donc, l'ambition, c'était celle-là, de dire on refuse de payer. Parce qu'en gros, l'Afrique a déjà payé sa dette. Nos États ont déjà payé leur dette. Nous avons suffisamment de potentiel, de potentialité, nous avons suffisamment de ressources pour se dire qu'on est toujours sous-endetté. Mais en fait, c'est quelque chose qui est aussi psychologique. On nous l'introduit et on crée de ces mécanismes pour nous maintenir dans cette spirale de sous-développement, qui soit intellectuel, qui soit matériel, qui soit culturel. Mais c'est archi faux. Nous pouvons nous décider, ça peut être d'ailleurs l'une des voies royales, de dire on refuse de payer les dettes. Mais à ce moment-là, il ne faut pas aller de façon individuelle. Il faut être collectif. Il faut jouer la carte collective. Les pays de l'Amérique latine ont été individuels, mais ils ont presque, sur la même période, initié ces mouvements. Donc, il faut aller de façon collective. Et aller de façon collective revient à dire aussi opérer un audit de cette dette-là. Sur une longue période, depuis, voire même les indépendances des années 60, jusqu'à, je dirais 2010. On opère un audit de la dette. On s'apercevra que une bonne partie, la vraie dette a déjà été payée. Et pour atterrir, si les pays d'Amérique latine l'ont réussi, parce qu'il existe d'ailleurs une commission d'annulation de la dette des pays du tiers-monde, le CADTEP. Ça existe, c'est une commission qui a été créée en Belgique, des représentations un peu partout dans le monde, et même en Afrique. Donc, il y a de quoi aujourd'hui se dire, engageons des audits sérieux sur cette dette qu'on nous réclame, et on nous réclame toujours et toujours, alors que nous disposons des ressources et des capacités suffisantes pour y faire face, et que parce que cette dette, dans le fond, ne tient pas sur du concret. Elle est, on dirait bien, illégale, illégitime, et il y a plein de mouvements aujourd'hui qui prônent cela, que ce soit beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, et même en Afrique de l'Est et australe, qui prônent le refus
de rembourser cette dette. Est-ce que ce refus du non-remboursement de cette dette-là pourrait compromettre les relations économiques entre pays? Je crois que c'est le Venezuela qui a foutu à la porte le représentant de la Banque mondiale et du FMI. Non, ça ne devrait pas compromettre, parce que ça se ferait dans les règles de l'art. Nous sommes des États souverains. Nous refusons de payer, pas du jour au lendemain, on se réveille, on dit on ne paie pas. Non, on mène un audit de la dette. On creuse tous les contrats de dette, on creuse toutes ces aides, ces fameuses aides au développement qui ne profiteraient d'aucun, profitent juste à certains États et d'autres, deux fois pas. Et même quand on vous accorde ces aides, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas orienté vers les secteurs productifs, c'est pas orienté vers la création des industries. Ces aides ne nous permettent pas de transformer sur place nos ressources. Voyez, nous produisons du pétrole que nous ne connaissons ni les quantités, ni le prix auquel il est vendu. C'est notre ressource à nous. Et ils décident de la hausse, de la baisse. Et il y a dans ce jeu du commerce international quelque chose qui nous est vraiment défavorable. C'est ce qu'on appelle par les termes de l'échange. Et à chaque fois, ces termes de l'échange nous sont défavorables. Et ça joue sur nos équilibres macroéconomiques. Et ça fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il faut à un moment donné qu'il y ait une cassure. Au-delà des initiatives qui peuvent être prises, au-delà des actions ou des sommets qui peuvent être organisés, mais quelquefois, il va falloir commencer à réfléchir sur un véritable agenda caché qui permette de mener des actions contre cette dette. Alors, au-delà du non-paiement de la dette, une piste vers laquelle pourraient aller les pays africains, quels autres axes pourraient-ils explorer pour justement arriver à un désendettement? Pour juguler la dette, les États-Unis, par exemple, utilisent un subterfuge assez malicieux. Ils décident de baisser le cours du dollar. Vous voyez, ils déprécient leur monnaie. À ce moment-là, la monnaie dépréciée, si je devais 100, du coup, la dette, elle passe à 50. Et ça améliore et ça embellit son ratio. Lors de la crise des subprimes en 2008 et sur une longue période, pour juguler cette crise, l'Europe a utilisé des politiques monétaires dites non conventionnelles, où c'était pas des aides où on vous dit il faut acheter ça, il faut faire tel programme. Non, c'était de la liquidité qu'on a injectée dans l'économie. C'était des plans de sauvetage. Et c'était pas moins de 5 000 milliards de dollars qui ont été injectés au sein des différentes économies pour leur permettre de relancer la machine économique. Mais nous n'avions pas ce levier. Nous n'avions pas le levier monétaire. La politique monétaire ne nous est pas due. Elle est en fait gérée par la BCE. Aujourd'hui, on est sous une double tutelle de notre politique monétaire. C'est-à-dire que notre politique monétaire est à la fois décidée par la France, mais également par l'Europe, du fait de notre arrimage à l'euro. Donc, nous ne pouvons pas utiliser la politique monétaire. La preuve en est que pendant que l'Europe baisse ses taux directeurs jusqu'au niveau de la trappe à liquidité, c'est-à-dire que les taux d'intérêt deviennent en dessous de zéro, vous allez à la banque, on vous donne de l'argent gratuitement. Mais chez nous, c'était le contraire. La Banque centrale, que ce soit la BEAC comme la BCAO, maintenait leur taux d'intérêt rigide, avec comme finalité garantir plus la stabilité, garantir la stabilité de notre arrimage à l'euro que de lutter réellement contre l'inflation, parce que en grosse partie l'inflation qui pèse aujourd'hui sur nos États n'est que de 20%, dans sa composante que 20% de la partie monétaire. Les 80% dépendent en fait, c'est de l'inflation importée par le fait que voilà, quand il y a eu la guerre russo-ukrainienne, le coût du transport, le coût des intrants de l'autre côté. Et donc, voilà ce qui nous n'avions pas ce levier-là pour injecter de la liquidité, des financements dans l'économie qui permettent de créer de vrais projets, de l'industrie. Et dès l'instant où on n'a pas ce levier pour vraiment financer l'économie, orienter les crédits, les investissements vers l'appareil productif, il nous est difficile de pouvoir dire, OK, on va transformer en local nos produits.
nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas transformer le pétrole. Nous ne pouvons pas, parce que le pétrole, nous le produisons, le prix, la quantité, c'est eux qui connaissent, et nous achetons de l'essence. Vous voyez, ça nous désavantage. Cet enjeu qui ne peut que profiter aux pays du Nord, pas aux pays du Sud. Maintenant, si on dit qu'il faut se retourner vers l'agriculture, longtemps, on nous a éloignés et aujourd'hui, on tente toujours de nous éloigner de ce secteur par des concepts un peu réluisants, mais dans le fond, qui sont dans le vide. Aujourd'hui, c'est vrai, on va parler du numérique, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce sont des services. Quand nous voyons la progression depuis le XVIIe, le XVIIIe siècle, le développement de l'Europe et des USA, la première richesse a été l'exploitation du sol. Et nous devrions y retourner avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'engagement. C'est à ce moment-là que nous pourrions commencer, parce qu'il faut d'abord créer une certaine autosuffisance alimentaire dans nos États. Maintenant, puisque nous sommes dans des sous-régions, il serait donc important à ce moment-là de fédérer nos forces, plutôt que d'aller en rond dispersé. C'est ça un peu la faiblesse de nos dirigeants. Plutôt que d'aller en rond dispersé, fédérons nos forces, puisque l'union fait la force, exploitons ce qu'on appelle en économie par des avantages comparatifs. Qu'est-ce que le Cameroun produit, est capable de produire en assez grande quantité? Qu'est-ce que le Congo est capable de produire en assez grande quantité? Que peut produire le Tchad? Et à ce moment-là, on renforce l'intégration économique. On a mis la charrue avant les bœufs, mais on n'y peut rien. À ce moment-là, ce n'est que de cette façon qu'on peut renforcer l'intégration économique, parce que quand on voit le volume des échanges dans nos États, c'est déplorable. On n'est qu'à 4 ou 5%. Il n'y a pas une libre circulation. Ce sont là les leviers ou les pistes de solutions, à part celle de l'annulation de la dette et autres, qui peuvent nous permettre de s'en sortir. Alors, quand vous parlez d'intégration économique, est-ce que ça ne sera pas ça aussi, j'ai envie de dire, la mission de la ZLECAf? Oui, c'est l'une des missions de la ZLECAf, mais ça prendra beaucoup de temps, parce que l'Afrique est assez particulière. C'est à peu près 8 ans d'économique. Et donc, pour créer une homogénéité au niveau des barrières douanières, c'est un long processus. Et je reste optimiste plus que l'enfer que nous y arriverons, mais ce n'est pas dans ce siècle. Ce n'est pas dans le présent siècle que la ZLECAf, même si on a dit horizon 2063, ça va arriver. Oui, optimiste comme l'enfer, plus que l'enfer, mais pas dans ce siècle. Ça serait dans le siècle futur. Donc, la ZLECAf, oui, elle va apporter quelque chose, mais au niveau des sous-régions, on a la sous-région CEMAC, on a la sous-région CEDEAO, on a la SADC en Afrique australe. Il faut d'abord qu'il y ait une inclusion. Il faut commencer par l'inclusion. Il faut commencer par harmoniser. Comment se fait-il que vous êtes dans une zone CEMAC, vous n'échangez pas, et subitement, vous allez vous ouvrir avec l'Afrique de l'Ouest. Faites-en attention aussi avec la ZLECAf, parce qu'on risque d'être des marchés pour les autres. Ils produisent et ils exportent chez nous. Vous consommez simplement. Nous consommons. Alors que pour y arriver, pour pouvoir être en mesure de s'arrimer aux exigences et à l'avenir de la ZLECAf, il faut être en mesure de produire. C'est pour cette raison que je parle de ces avantages comparatifs, de retourner vers le sol. C'est-à-dire qu'en revoyant notre modèle de croissance, on doit davantage privilégier des projets qui touchent au développement de l'agriculture, mais de manière concrète. Et ce n'est que progressivement que nous allons nous détourner des ressources naturelles, mais après, ça reste nos ressources. On est bien tenu de s'en servir. Bon. Merci, Monsieur Loïc Jobré-Amona. Peut-être un aspect que nous n'avons pas abordé très rapidement. Il y a plein d'aspects que nous n'avions pas abordés, parce que le problème de la dette reste un champ de débat aussi bien vaste que pertinent. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé à la veille du sommet des chefs d'État de la CEMAC, où on parlait de la dévaluation du franc CFA. Ne nous en réjouissons pas, parce que dévaluer le franc CFA,
on revient à dire que notre, je ne sais pas de quelle proportion, dans quelle proportion, c'est augmenter le service de la dette, c'est augmenter la dette. C'est nous rendre davantage dépendants. Mais ils ne le font pas parce qu'ils veulent aider nos économies ou parce que, comme on le dit, nos réserves de change ont drastiquement baissé. Pour mieux comprendre les spécificités de nos économies, il ne faut pas analyser ça sous l'angle des causes, des conséquences ou des effets. Il faut plus analyser cela sous l'angle des causes. Quelles sont les causes qui induisent des taux d'endettement assez fort élevés? Pourquoi est-ce que d'où nous sommes partis? Qu'est-ce qui explique cela? Il ne faut pas se laisser aller par des discours populistes où on annonce on a annulé la dette des pays africains, il faut les aider. Durant la période 2020, il y a eu la pandémie de Covid. Il fallait aller emprunter. Parce que, comme chaque année dans presque tous les États, il est difficile d'avoir un équilibre entre les recettes et les dépenses. Il faut aller emprunter. Et quand on emprunte, quelques temps après, ça ne pose pas de problème, et quelques temps après, les taux d'intérêt galopants rendent notre endettement insoutenable. Et après, comme mesure, il faut dévaluer le franc CFA. Et quand on va dévaluer le franc CFA, on va nous imposer à côté des fameuses politiques d'ajustement structurel qui ont changé de nom. Et donc, c'est quoi au final? C'est qu'on va être dans une spirale continue, non pas de la dette, mais du sous-développement, qui serait entretenu au plaisir de ces pays riches. Quoi qu'ils ne veulent pas que nous tombions, parce qu'ils vendent beaucoup chez nous, nous on importe beaucoup de chez eux, et ils ont besoin de nos ressources. Donc, mais ils vont essayer un semblant d'équilibre. Voilà, un semblant d'équilibre, mais qui reste à leur plus grands avantages. Et ça va être la sempiternelle répétition des faits. Même si on venait à changer l'ordre des choses, à bousculer les régimes, ça ne relève en rien. Parce que c'est quand même difficile de gérer nos États. C'est difficile de gérer nos États parce que quand on n'a pas tous les leviers pour mener sa politique économique, mener ce pourquoi est-ce qu'on est élu, on ne peut pas. Au final, on sort avec des résultats qui sont mitigés. Et le peuple en pâtit. Le peuple, il a beau être résilient, mais il en pâtit tout de même. Donc, c'est bien de regarder ces aspects sous cet angle, de dire que notre dette, elle n'est pas, premièrement, viable, elle est illégitime, elle est illégale. Nous ne l'avions pas voulu à ce stade. On n'est pas quand même assez dupe pour aller emprunter à tout va sur les marchés financiers. Vous voyez, aujourd'hui, quand on se retourne vers la Chine, la plupart des États africains sont retournés vers la Chine, et vous verrez que les médias occidentaux diabolisent la Chine en disant la Chine devient le plus gros créancier des États africains. Mais ce qui est archi faux, ce qui est totalement faux, parce qu'il faut distinguer la Chine des créanciers chinois. Ce qu'ils ne veulent pas, eux, distinguer chez eux. Mais la Chine, en contrepartie, nous apporte des projets d'infrastructure. Maintenant, c'est à nous de savoir comment rediriger cela vers des secteurs jugés prioritaires. Et donc, des plans de développement ou des plans nationaux de développement doivent s'appuyer sur des secteurs prioritaires, utiles, générateurs de croissance, générateurs de valeur ajoutée. Mais d'abord, et ensuite, nous verrons. Merci beaucoup, monsieur Amouna. Nous reviendrons certainement sur d'autres aspects de la dette. Ça reste un sujet d'actualité, mais pour les assoiffés de l'information, je vous prierai de lire l'article sur Financial Afrique.com. L'article est titré La CEMAC, le Congo, dette et monnaie, la double peine. Alors, bonne lecture aux amoureux de la lecture ou encore aux férus de l'information économique. On vous retrouve très prochainement, certainement, pour aborder d'autres aspects de la dette publique, et vous restez connectés sur Tcheleka Média pour une information diversifiée. Au revoir.